Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très différent, mais qui est très cher à mon cœur et c'est vraiment une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Mais je l'ai toujours un peu repoussée parce que je ne me sentais pas prête et en fait, je me rends compte avec le temps que j'ai bien fait d'attendre parce que les choses étaient encore tellement très vives que je pense que je n'aurais pas eu des mots justes en fait et j'aurais eu peut-être un comportement aussi un peu moins calme, j'ai envie de dire, et moins posé, moins sereine. Voilà. Pour ne rien vous cacher, c'est aussi une vidéo que j'avais envie de faire dès le début de ma chaîne parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais tellement dans ce changement-là, si vous voulez, que c'est quelque chose que j'avais envie de faire en fait au départ, mais voilà, je l'ai pas fait et si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, tout simplement. Cette vidéo, je vous avoue, c'est une vidéo qui est assez compliquée à réduire et à concentrer sur 10 minutes parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de sujets sous-jacents à tout ça, enfin, ça va vraiment très loin en fait et c'est vraiment une discussion que je pourrais avoir pendant des heures, mais je vais essayer d'être la plus concise possible pour ne pas que ça soit trop ennuyant pour vous. Et voilà, tout ça pour vous dire, faites comme moi, prenez un thé, un café et asseyez-vous confortablement. Que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce sont des expériences, ce sont des réflexions très profondes, tant sur le plan psychologique et philosophique aussi. Et voilà, je ressens aujourd'hui le besoin en fait de parler de ces expériences qui furent assez bouleversantes, je dirais, positivement et négativement aussi. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est thérapeutique d'exprimer les choses. Et ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est premièrement d'aider, de soutenir toutes les personnes qui souffrent au travail et de leur dire que ce n'est qu'un passage, qu'il y a des solutions, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel et que chaque expérience en fait très dure et très sombre au moins nous aide à nous éclairer en fait sur des choses que l'on ne veut pas et à saisir même peut-être des opportunités et mieux encore pour certains qui seront vraiment très apaisés et qui ont vraiment fait un gros travail sur eux-mêmes, vous aurez peut-être même de la gratitude en fait vis-à-vis de ces expériences. Et deuxième motivation, c'est que j'ai envie de vous inviter à vous poser pour répondre à des questions afin de donner en fait un sens à votre vie et à votre travail. Les deux sont liés, je vous expliquerai plus tard pourquoi je le pense comme ça, mais voilà, juste prendre le temps en fait de se poser des questions existentielles qui sont assez importantes je trouve et de s'autoriser à être épanoui tant sur le plan personnel que professionnel et surtout d'être vraiment acteur de votre vie, hein, de ne pas la subir, de faire les choses parce que vous avez vraiment envie de les faire et parce qu'elles font sens en fait pour vous. Je vais évidemment vous évoquer mon expérience, ce que j'ai vécu au travail, mais sachez que je ne vais pas rentrer dans des détails très longs ou privés parce que en fait ce n'est pas le but de cette vidéo. C'est pas de vous dire voilà j'ai vécu de l'harcèlement au travail, oh là là c'est grave, c'est hors la loi, c'est patati, évidemment c'est grave. Mais ce que j'ai envie que vous reteniez de cette vidéo et c'est mon but, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est à partir d'une expérience comme ça douloureuse, parfois même traumatisante, qu'est-ce que vous en faites en fait? Quelles leçons vous en retirez? Quelle opportunité vous en saisissez? Où est-ce que vous vous menez? Quelle direction en fait vous prenez après tout ça? Et voilà, c'est vraiment ça en fait que j'ai envie de transmettre. Mais cependant, je suis en fait obligée d'évoquer cette histoire parce que ça a été vraiment l'élément déclencheur de cette transformation, de ce changement et de cette quête. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai souffert au travail d'harcèlement moral et d'intimidation.
Avant de rentrer dans le détail de mon histoire et de vous dire un peu ce que j'ai vécu, j'avais très envie de vous définir ce qu'est l'harcèlement moral et ce qu'est aussi l'intimidation. Donc, l'harcèlement moral ou psychologique ou encore mobbing, c'est un comportement abusif qui par des gestes, des paroles, des comportements, des attitudes répétées ou systématiques vise ou conduit à dégrader les conditions de vie ou de travail d'une personne. L'intimidation, elle, est une forme d'agression, il faut le savoir. Elle se caractérise par des comportements répétés cherchant à affaiblir, humilier, rabaisser et déprécier la personne. Dans la barre d'informations, vous allez retrouver des liens avec vraiment des détails, des définitions très claires et précises. Malheureusement ou heureusement, je dois dire aujourd'hui, ce que j'ai vécu au travail, donc ce problème d'harcèlement moral, c'est quelque chose que j'ai vécu en fait de façon répétée, dans le sens où je n'ai pas vécu ça dans une seule entreprise. En fait, c'est voilà, j'ai souffert de ça dans différentes structures moyennes à multinationales. Je pense que la meilleure façon dont je pourrais aborder ce sujet, c'est tout simplement de vous présenter un peu mon état, mes émotions au quotidien et ce à quoi j'avais le droit. Alors j'ai pris des notes parce que vraiment il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses et je voulais être sûre de ne pas oublier des informations. Tous les matins j'allais au travail avec une énorme boule au ventre, mais vraiment dès le matin quand je me réveillais c'était l'angoisse, le stress, la peur. La boule au ventre et jusqu'à arriver au travail j'étais vraiment dans un état pas possible. J'arrivais pas à manger le matin, j'avais très souvent des nausées, j'étais toute tremblante, ouais, j'étais vraiment pas bien du tout. Aujourd'hui j'en souris, mais je vous assure, je peux vous le garantir que ça a été des jours, des années de souffrance et de pleurs, mais voilà, comme c'est passé, aujourd'hui j'arrive à en parler plus aisément, sachez-le. Et quand j'arrivais au boulot, les jours où j'avais un peu de chance, j'avais le droit à un bonjour, sinon c'était pas de bonjour, mais des regards très terrifiants en fait de la part de mes managers. Vraiment, on avait l'impression qu'il avait juste qu'une envie, c'était de vous faire peur. C'était des pauses déjeuner qui étaient interdites parce que le travail n'était pas terminé. C'était des pauses déjeuner qui étaient interdites d'être faites en extérieur parce qu'il fallait quelqu'un qui réponde au téléphone et aux appels des clients, comme si je n'avais pas le droit d'avoir une pause, une vraie. Des mails à 7h du matin sans même un bonjour, direct, bim, dans le sujet et parfois de façon hyper irrespectueuse pour le coup, j'ai envie de dire. Enfin, il n'y avait pas du tout de forme en fait dans le message. C'était des emails aussi le week-end, enfin voilà, comme si j'avais pas le droit à la déconnexion. J'ai eu aussi le droit de la part de mes responsables à des mails quand j'étais en arrêt maladie pour me demander de venir au boulot et de travailler. Donc ça c'était vraiment assez choquant, on va dire, mais bon, voilà. Alors, un autre truc aussi hyper grave là pour moi, c'était des managers en fait qui nous traitaient comme des bons à rien, enfin comme si on ne valait rien. Par exemple, pour vous illustrer ça, en fait on n'avait pas le droit de partager en fait nos idées ou nos opinions, et quand on le faisait, il y avait toute une communication non verbale en mode enfin, voilà, vous voyez des signes de lassitude, des respirations en mode lassé, comme si elle avait vraiment pas envie d'écouter ce que j'avais à dire et partager, et c'était surtout pour me dire non mais c'est bon, enfin tais-toi, on s'en fiche un peu de ce que tu penses, fais juste ce que j'ai envie que tu fasses, et voilà, la décision c'est moi qui la prends, et il faut que ça se passe comme moi je le décide, tout simplement. Et c'est tellement horrible en fait de ne pas être écouté, vous voyez, de ne pas en fait de vous empêcher d'avoir un droit à la parole et un droit d'expression. Finalement c'est une liberté quoi. Donc voilà, ça c'était vraiment horrible. Je crois vraiment le pire, c'était des propos qui étaient vraiment très violents, verbalement, non verbalement aussi, genre des tapes sur le bureau, ce genre des coups comme ça là sur le bureau, ouais, des gestes et des actions et des paroles hyper violentes, très agressives, inhumaines, avec un manque d'éthique. Enfin là c'est même plus l'éthique, c'est vraiment une question de respect de tout et
de politesse et d'humanité, vraiment. Et ça, je pense que ça a été vraiment le plus blessant. Et j'ai envie de vous citer une phrase qui a été, je pense, la plus choquante que j'ai entendue au boulot. C'est une de mes managers qui un jour a dit à une stagiaire qui avait mon âge en plus à l'époque, et elle lui a dit « Putain, mais pourquoi t'existes? Saute par la fenêtre ». Et alors cette phrase, je vous avoue que je pense que je ne l'oublierai jamais de ma vie. Elle a été vraiment traumatisante, et je pense pour toutes les personnes en fait qui l'ont entendue en même temps que pour moi. Mais vous imaginez dire ça à une personne, à une jeune fille de 23, 24 ans qui est juste là en fait pour apprendre un travail, un métier, développer des compétences, et qui se prend ça dans la gueule en fait, et qui est dégoûtée du milieu du travail alors même qu'elle n'a même pas commencé en fait à travailler, quoi. Et en plus de ça, elle a dû en prendre un sacré coup sur sa confiance en fait et sur son estime d'elle-même. Et d'ailleurs, en vous parlant de confiance et d'estime de soi, sachez que là où vraiment moi ça m'a fait le plus mal, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que vraiment ça a totalement impacté et affaibli, mis à mal ma confiance et mon estime, et ça a été vraiment très dur de se relever. Ça a été en tout cas un long chemin. Au-delà en fait de cet harcèlement et de cette intimidation auquel j'avais le droit quasiment tous les jours, en fait il y avait un autre problème de fond, c'est qu'en fait ce que je faisais ne m'intéressait pas, je trouvais ça inutile, je me trouvais inutile, ça manquait de sens en fait, et j'avais pas l'impression voilà, d'apporter un changement dans la société. Et quand je dis société, c'est pas la structure, l'entreprise, hein, c'est vraiment société de manière générale, au sens large. Et ça me rendait malheureuse, vraiment. Et à mon dernier poste, là vraiment je n'en pouvais plus, c'était plus possible. J'ai décidé de démissionner. C'est un acte, je vous avoue, que je me sentais pas capable, parce que je suis quelqu'un voilà, qui aime aller au bout des choses. Et quand on démissionne, ça veut pas dire qu'on abandonne ou voilà, c'est juste aussi parce qu'on a juste envie de changement. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, c'était plus possible. Je devais en fait me choisir moi, vraiment. Et je sentais que j'étais en train de frôler le burn-out. J'ai eu de la chance parce que je ne suis pas... en fait, je n'ai pas souffert d'un burn-out, mais j'en ai eu très fortement les symptômes physiques, psychologiques, émotionnels et cognitifs. Mais voilà, ce qui était sûr, c'est qu'il fallait que je dise stop. Et le point important, c'est que moi, j'ai vraiment besoin de travailler avec passion. C'est-à-dire que j'ai sincèrement besoin d'aimer ce que je fais. J'ai pas envie d'aller au boulot en traînant des pieds, comme si j'avais pas le choix, comme si... voilà, avec un désintérêt total, parce que je trouve qu'en fait, quand vous travaillez dur pour quelque chose auquel vous ne croyez pas, ça s'appelle du stress. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Mais quand vous travaillez dur pour quelque chose en lequel vous croyez profondément, pour quelque chose avec laquelle vous donnez énormément de cœur, ça c'est de la passion. Voilà. Et moi, j'ai envie de choisir la deuxième option. Et j'ai choisi la deuxième option. Et je vous invite peut-être à réfléchir un peu à ce point-là. Avant de vous parler maintenant de l'après-démission, de ce qui s'est passé, de comment j'étais, j'avais juste envie de partager quelques leçons et quelques conseils en fait à des personnes qui se sont reconnues en fait et qui souffrent au travail tout simplement. Premièrement, ne vous laissez pas faire. Vous devez exprimer vos pensées, vos émotions. Vous ne devez pas les intérioriser. Surtout, ne faites pas comme moi. Voilà, moi, je me suis toujours tue. J'ai jamais rien dit. Et je peux vous dire qu'en fait, intérieurement, ça m'a bouffé. Et c'est encore plus dur de se relever après. Vraiment. Donc, dites ce que vous avez envie de dire aux personnes qui sont concernées, mais n'intériorisez pas ça. Vous avez aussi vos droits, enfin, je veux dire, et vos libertés. Donc surtout, voilà, ne vous laissez pas faire. Aussi et surtout, si vous ne les exprimez pas, c'est certain qu'il n'y aura aucun changement. Donc si vous espérez apporter un changement, voir un changement, vous devez exprimer ce qui ne va pas. Deuxièmement, je vous conseille d'en parler autour de vous. Et les premiers concernés, ce sont les services RH. Vous devez voilà, aller les voir, dire ce qui se passe, et eux peuvent enclencher tout un
certain nombre de procédés pour faire valoir vos droits, mais aussi pour faire un peu changer vos conditions de travail. Aussi en parler à des professionnels comme des psychologues de travail, à votre famille, à vos amis. Essayez d'en parler vraiment le plus autour de vous. Déjà, parce que ces personnes vont vous être d'un soutien moral. Alors, aussi, il faut évidemment que ce soit des personnes en qui vous ayez confiance, mais aussi peuvent vous donner des idées d'actions à mener, des solutions un peu plus pragmatiques, on va dire, qui peuvent vous aider à vous en sortir. Troisième leçon, et qui est vraiment très importante, celle-ci, et j'ai réussi en fait à la saisir et à la comprendre avec du recul, et c'est normal, parce que quand on est pris dans la souffrance, quand on souffre, on a du mal à avoir les idées claires, tout simplement. Mais dites-vous que rien n'arrive au hasard. Cette traversée, si vous la vivez, ce n'est pas pour rien. L'idée ici, c'est vraiment de se dire que ces expériences, et de se dire et de surtout donner un sens et une signification en fait à ces expériences. Et voilà, dites-vous que ça n'arrive pas au hasard, il y a une leçon à en tirer en fait de cette expérience. Si vous l'avez vécue, c'est pour quelque chose. Et sachez aussi que les expériences, en tout cas les moments très durs, très sombres, c'est l'occasion en fait de savoir ce que vous ne voulez pas, mais c'est aussi l'occasion de découvrir ce que vous voulez. Et ça, c'est très important. Dernièrement, quatrième leçon ou un conseil en fait que j'ai envie de vous donner, c'est d'être reconnaissant en fait de ces expériences. Vous savez, toutes les expériences les plus difficiles, c'est toujours une opportunité de grandir. Et aujourd'hui, ça peut peut-être vous paraître bizarre dit comme ça, mais je les remercie en fait, ces managers, de m'avoir fait vivre ces expériences-là. Parce que si elles n'avaient pas été aussi dures, je ne me serais pas posé de questions. Je n'aurais pas été dans cette quête en fait, de sens, d'identité, de mission de vie, de travail. Je n'aurais pas cherché à m'affirmer en fait, un peu plus même peut-être. Mais la vie en a voulu autrement en fait. Et voilà, vraiment aujourd'hui, j'ai juste de la gratitude. Je remercie en fait ces personnes, ces expériences. Il faut quand même aussi noter que ces expériences-là, elles m'ont apporté beaucoup de compétences professionnelles qui aujourd'hui encore me servent et sont même d'ailleurs des qualités indispensables, je trouve, dans n'importe quel travail. Mais voilà, il faut savoir en retirer le bon parce que je trouve que c'est vraiment ce qui permet d'avancer. On passe maintenant à l'après-démission. Alors, après ma démission, j'étais vraiment dans un sale état, j'étais pas très bien. Enfin, je me sentais libérée d'un poids, déjà. J'avais l'impression d'avoir retrouvé ma liberté, il faut quand même l'avouer. Mais j'étais pas bien du tout parce qu'en fait, je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus ce que je voulais faire. Je n'arrêtais pas de me dévaloriser. J'avais une très très faible estime de moi. Enfin, elle était vraiment nulle. Un manque de confiance en moi énorme, je me trouvais incompétente dans tout et voilà, j'étais complètement perdue. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir des professionnels, donc j'ai vu notamment une psychologue du travail et puis après par la suite une thérapeute, et ça m'a fait vraiment un bien fou. Enfin, c'est un investissement de long terme, hein. Faut le savoir. C'est très important d'avoir un travail en fait sur soi et c'est très dur de s'en sortir tout seul, donc voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Cette psychologue du travail, quand je lui ai parlé, elle m'a dit mais en fait je sais c'est quoi votre problème, au-delà voilà, de cette souffrance que j'ai eue qui sont tragiques, etc. C'est qu'en fait votre travail ne fait pas sens pour vous. Et j'en ai fait des missions, hein. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises, j'ai eu différents postes, mais le truc en fait, et ce mot-là, il a vraiment résonné en fait en moi quand elle l'a exprimé, ça ne fait pas sens. Et à partir de là, je me suis dit mais oui, mais c'est complètement ça. À partir de là, j'ai entamé tout un long chemin, c'était vraiment un long processus de questionnement, d'exercice, de pratique psychologique, spirituelle, de lecture, de travaux pour donner un sens à ma vie et à mon travail. Et
Et ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris plusieurs mois, voire même des années, ça m'a même pris 2 ans. Mais voilà, c'était un travail nécessaire pour moi pour me retrouver. Vraiment, je suis très reconnaissante envers la vie d'avoir eu cette quête et ce questionnement assez jeune, donc, enfin même très jeune, hein, aux alentours de 28 ans, 27-28 ans, parce que très souvent, et c'est vraiment triste, c'est que ce genre de quête, de sens, etc. arrive trop tard. Et quand je dis trop tard, c'est par exemple en fin de vie. Et voilà, il y a trop de personnes aussi qui, je pense, ne prennent pas assez le temps, en fait, de se dire, mais est-ce que je suis en train de vraiment vivre la vie que j'ai envie? Est-ce que je suis vraiment acteur de ma vie? Et voilà, pour moi, c'est pourtant très essentiel, en fait, de se poser ces questions. Ok, maintenant, on va passer à l'autre partie de la vidéo qui porte sur la quête de sens. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire sens? Sens, le mot sens, c'est un homophonographe, c'est-à-dire que c'est un terme qui a la même orthographe, la même prononciation, mais qui n'a pas la même définition. Sens, ça veut dire la direction, ça veut aussi dire le sens, les 5 sens, donc les organes sensoriels, et c'est aussi sens en termes de signification, de définition. Qu'est-ce que ça veut dire donner du sens à sa vie, à son travail? Eh bien, c'est une question très complexe parce que, en fait, elle change d'une personne à l'autre. Ça ne veut pas dire la même chose. Pour certains, c'est tout le côté matériel, donc c'est avoir une belle maison, une belle voiture. Pour d'autres, ça va être avoir un métier hyper prestigieux. Pour d'autres encore, ça va être de vivre au jour le jour. Ça peut être aussi d'aller tout le temps de l'avant. Voilà, tout le monde a sa définition, en fait, ou a sa manière de donner du sens. Mais là où j'ai vraiment envie d'insister, c'est que vous devez vous poser ces questions-là, qui sont vraiment essentielles, je trouve, dans la vie, parce que vous devez être sûr, en fait, que vous êtes en train de mener la vie que vous avez vraiment envie, que vous ne l'avez pas choisie par défaut, et que vous êtes vraiment l'acteur, en fait, de votre vie. Alors, et c'est vraiment triste, en fait, parce qu'il y a tellement de gens qui ne s'autorisent même pas à se questionner. Ils sont pris dans le train-train du quotidien. Pire encore, et ça c'est vraiment le pire, je pense, ils sont soumis ou ils se soumettent plutôt à des diktats, des règles, à des cadres fixés par la société. Et ça, non, en fait, vous êtes libre, vous devez retrouver votre liberté, mais vraiment le plus important, c'est donner du sens à tout ce que l'on fait. Je vous invite vraiment à vous poser des questions comme, et vous pouvez d'ailleurs faire une pause dans la vidéo, c'est est-ce que ma vie elle a un sens? Est-ce que je donne du sens à ma vie? Est-ce que je fructifie mes talents? Est-ce que je réponds à mes inspirations profondes? Comment est-ce que je sers, je suis utile à l'univers, à la société, à l'univers plutôt? Et voilà, qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui est essentiel? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que je me contente juste du dérisoire? Donc voilà, c'est autant des questions qui sont assez philosophiques, mais qui sont très importantes et qui vous aideront dans cette quête-là. Alors, pour ma part, quand j'ai cherché à donner du sens à ma vie, à mon travail, c'est surtout du sens en termes de direction. Et du coup c'était vraiment plutôt la partie professionnelle en fait qui était très concernée, et donc ça veut dire chercher une vocation, c'est la mission, c'est suivre une aspiration profonde qui elle-même elle est liée à des valeurs. Et aussi j'ai oublié de vous préciser, mais pour moi le sens de la vie et le sens du travail est lié parce que le travail fait partie de la vie et prend d'ailleurs une place très importante. Et parfois c'est pas pour rien aussi que l'on s'identifie à son travail. Quand on vous pose la question qui êtes-vous, dans la majorité des cas beaucoup évoquent leur fonction, et c'est pas pour rien parce que en fait je pense que le travail c'est plus qu'un travail, c'est vraiment une façon de se réaliser, de s'accomplir, et c'est pour ça que pour moi il y a un lien entre le travail et la vie, et puis aussi parce que la façon, en tout cas l'approche de la quête de sens est un peu la même dans les deux cas. Et puis de toute façon aussi, je veux dire, c'est la même chose. Vous allez avoir les mêmes valeurs, vous êtes la même personne, vous êtes ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas être une personne au travail et une autre personne dans
votre vie privée. Vous n'êtes pas deux personnes, vous êtes juste une personne. Et en tout cas, si vous êtes deux personnes, c'est que forcément, dans l'une des situations, vous êtes en train de vous mentir. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est lié. Tout ça pour vous dire que moi, c'était surtout en termes de travail, mais aussi de vie, hein, inévitablement. C'est inévitable hein, d'évoquer aussi la vie, que j'ai fait un long travail. Je me suis demandé voilà, quels étaient mes talents, quelles étaient mes qualités, quelles sont mes compétences, dans quoi est-ce que je suis bonne. Donc repenser aussi à des compliments qu'on a déjà reçus, à des... Enfin voilà, on vous a déjà dit ah mais toi t'es super bonne dans ça, tu fais ça super bien, etc. etc. Chercher ce que vous pouvez évoquer pendant des heures, ce qui vous anime vraiment. En fait, le but c'est pas d'aller chercher un génie en vous, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est juste d'aller chercher ce qui a besoin de s'exprimer en vous et ce qui a besoin d'émerger. Donc c'est pas simple, mais c'est ça qu'il faut faire, et quand ça sort en fait, mais ça fait tellement de bien. Je vous assure, c'est une libération. C'est une libération. Vous avez l'impression d'être enfin vous-même. Et ça n'a pas de prix. Je vais vous partager maintenant quelques étapes à suivre pour justement être dans cette quête et pour trouver du sens. La première étape pour moi, c'est de faire sens du passé. Il faut que vos expériences, en fait, vous leur donnez un sens, une signification. Pourquoi est-ce que vous êtes passé par ce chemin-là? Pourquoi est-ce que la vie vous a-t-elle fait passer par ce chemin-là? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Quelles leçons vous en retirez? Et moi, je sais que dans mon cas, je suis vraiment remontée très loin, tout au début de ma vie, vraiment à l'enfance. Et je me suis dit, mais quand j'étais petite, qu'est-ce que j'aimais faire? Je peux vous garantir que ce que vous étiez enfant, il y a beaucoup de choses qui ressurgissent ou qui restent, en tout cas, même à l'âge adulte. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce qui me procurait du plaisir? Et voilà, et enfin, j'ai repensé même par exemple à tous les métiers que j'ai eu envie de faire, parce que j'ai eu beaucoup d'idées. Et l'un des premiers métiers que j'avais envie de faire, par exemple, c'était professeur d'allemand. Et donc là, par exemple, je me suis dit quoi? Ok, professeur est égal pédagogie. Donc ça veut peut-être dire que j'aime ce côté-là, j'ai ce truc en moi. Par exemple aussi, depuis que je suis petite, je suis très coquette. Donc ça veut dire que j'aime être belle. Je suis aussi convaincue aujourd'hui que toutes mes expériences professionnelles, elles m'ont mis sur la voie de l'entrepreneuriat. Et alors, il faut savoir que depuis que j'ai 17 ans, je suis très attirée, très intéressée par le milieu de l'économie, du business, de l'entreprise. Enfin, toute ma scolarité, tout ce que j'ai pu faire est très lié à ce domaine-là. Et voilà, aujourd'hui, je suis ce que j'ai toujours eu envie d'être, c'est-à-dire ma propre chef, ma propre patronne. Et je suis dans la voie de l'entrepreneuriat et j'en suis ravie. Et je suis convaincue aussi maintenant que c'est ce qui est fait pour moi, que c'est ce qui me correspond le plus. Donc voilà, vous devez faire sens du passé. Deuxième étape, c'est d'affirmer son identité. Vous devez savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui vous représente, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, quelles sont vos valeurs. Les valeurs, c'est très important parce que c'est ce qui donne du sens en fait aux actions que vous menez, aux pensées que vous avez. Et quand on fait un travail en fait sur l'identité, on fait aussi un gros travail sur l'estime de soi, c'est-à-dire sur la reconnaissance de ses valeurs. On sait ce que l'on vaut, et aussi sur la confiance en soi, c'est-à-dire sur la reconnaissance de ses compétences. Et quand on reconnaît ses compétences, on sait valoriser ses atouts, et c'est vraiment pour moi des bases, des socles très importants de la vie. Et vraiment sans ça, je trouve que c'est assez difficile déjà d'être dans l'action, de faire les choses, mais aussi d'avoir du succès, quoi. Donc voilà, c'est très important de se connaître. Une autre chose qui est très importante en fait à faire, c'est de faire des connaissances, en fait, d'avoir des relations, d'appartenir à des groupes dans lesquels vous vous sentez bien, parce que voilà, vous avez une idée, vous avez un état d'esprit, des choses qui font que vous partagez des choses en commun en fait, et ça franchement ça aide vachement, je trouve, dans déjà la confiance en soi, mais aussi voilà, avoir ce sentiment d'appartenance. Ça aide aussi à toujours rester focus en
en fait sur ce qu'on est et ne pas être influencé à droite à gauche. Voilà, c'est vraiment un facteur aidant, je trouve. Donc ensuite, autre étape, c'est de définir ses valeurs. Quelles sont les valeurs qui définissent, qui caractérisent votre existence? Parce que très souvent, en fait, ce qui nous rend malheureux, c'est qu'en fait, il y a un gros écart entre nos valeurs et la réalité. Donc c'est vraiment très important de les connaître, et parce que quand vous les connaissez, que vous les avez en tête, dans les moments de doute, dans les moments où vous vous sentez moins bien, vous y repensez et vous arrivez à vous remettre en fait sur les rails. Donc vraiment, demandez-vous quelles sont vos valeurs, quelles sont les valeurs aussi que vous avez envie d'apporter à votre travail. Mais voilà, je trouve que c'est essentiel de les connaître. Dans la barre d'informations, je vais vous mettre le lien d'un modèle d'un psychologue qui s'appelle Shalom Schwartz, qui a en fait voilà, défini 10 valeurs fondamentales et universelles. Voilà, donc essayez de repérer celles qui vous correspondent le plus. Autre étape, et ça c'est plutôt pour les personnes qui ont envie de donner du sens à leur travail, c'est de travailler votre rapport au travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le travail pour vous? C'est juste gagner de l'argent, c'est un moyen de se socialiser, c'est de la réalisation de soi, c'est de l'épanouissement. Qu'est-ce que c'est que le travail pour vous? Demandez-vous aussi quel est votre travail idéal. Décrivez-le en quelques lignes. Écrivez votre travail idéal. Comment est-ce que vous l'imaginez? Et demandez-vous aussi quelle satisfaction en fait vous cherchez, vous avez envie d'avoir dans votre travail, et aussi quelles contraintes vous accepterez par rapport à ce travail. Moi par exemple, à partir du moment où mon travail me permet de me réaliser, me permet d'être créatif et me permet de me sentir libre, eh bien j'accepte de travailler plus, par exemple. J'accepte aussi d'avoir des revenus instables pendant un certain temps. Voilà. Autre étape, c'est de vous projeter dans le futur, dans l'avenir, et avoir confiance en la vie. Vous devez définir le sens de votre vie. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Et c'est vrai que l'espérance, en fait, c'est ce qui donne aussi du sens à notre vie. Quand vous espérez quelque chose, vous avez donc un objectif, un but, eh bien, vous donnez à chaque matin un sens à votre vie. Vous allez mener les actions qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif et ce but. Et même si il y a des obstacles qui vont se présenter sur votre chemin, ça c'est certain, c'est inévitable, ça fait partie de la vie, eh bien vous devez rester positif, vous devez rester concentré et y croire profondément. Et enfin, dernière étape, et pas des moindres, parce que c'est vraiment une étape qui a fait la différence chez moi, c'est de développer sa dimension spirituelle, mais au sens large. Et qu'est-ce que je veux dire par ici? C'est juste, ayez confiance en la vie. Rien n'arrive au hasard. Je le dis, je le répète, mais c'est vrai. Rien n'arrive au hasard. Vous devez comprendre en fait pourquoi est-ce que la vie, elle vous a mis sur ce chemin-là. Et juste, relaxer, lâcher prise, respirer un coup. Ça va passer. Le temps fait très bien les choses. La vie fait très bien les choses. Et voilà, juste ayez confiance en la vie. C'est tout ce que je peux vous demander. Et ça fait tellement du bien de lâcher prise. Je trouve que c'est un état d'esprit et aussi un savoir-vivre qui redonne confiance en soi, en tout cas qui aide beaucoup. Et voilà, juste confiance en la vie, tout simplement. Trop souvent un petit peu concentré sur nos problèmes, sur le négatif, mais alors qu'il y a tellement de choses belles en fait qui se passent autour de nous. Je sais pas, par exemple, c'est juste prendre le temps de contempler un peu la beauté de la vie, la beauté de la nature, la beauté des choses simples et courantes, c'est-à-dire des choses en fait qui sont autour de nous vraiment, et de se concentrer dessus, d'être conscient de ces choses-là, et ça fait tellement de bien. Vraiment, pour moi, c'est super important psychologiquement et mentalement. Avant de terminer cette vidéo, j'avais juste envie de vous présenter quelques petites lectures intéressantes. Je ne vais absolument pas vous les présenter, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations, mais qui m'ont aidé un petit peu dans cette quête-là. Premièrement, on a Donné du sens à sa vie de Rosette Politi et Barbara Dobbs.
On a également celui-ci, donc c'est un guide, le guide pratique pour devenir soi-même et pour améliorer du coup son estime et sa confiance en soi. Ça c'est vraiment un guide, hein. Ce n'est pas un livre, c'est vraiment, il y a une pratique en fait derrière. J'ai également celui-ci, Je donne du sens à ma vie, de Emily Esfahani Smith. J'espère que j'ai bien prononcé son nom de famille. Et puis aussi, pour toutes les personnes qui ont envie de se reconvertir, de changer de métier, etc. Je trouve que celui-ci, il est pas mal, il est assez, déjà très facile à lire, mais il y a des aspects aussi très pratiques en fait. Donc voilà, c'est Guillaume Quéroux, l'auteur de ce livre. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'information. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura servi. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais en tout cas, sachez que être dans cette quête de sens et ça prend pas 10 minutes, ça prend pas 20 minutes ni une demi-heure, c'est quelque chose c'est un long processus qui prend énormément de temps, qui n'est pas simple, qui est parfois même lourd et douloureux, mais pour moi qui est essentiel parce que c'est tellement dommage en fait de passer à côté de sa vie, de gâcher sa vie à juste exécuter les choses qu'on attend de vous, à être comme un robot en fait, à ne pas chercher à se connaître ni à avoir conscience en fait de sa vie. Et pour terminer cette vidéo, j'avais envie de conclure avec une citation qui, je trouve, résume bien le message que j'ai envie de vous délivrer. Donc c'est une citation de Cathy Better. « La vie est le matériau brut. Nous sommes les artisans. Nous pouvons faire de notre existence quelque chose de magnifique ou d'affreux. Notre destin est entre nos mains. » Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.